Et voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre aimable fidélité. Au sommaire de ce journal, le Mali a rendu ce vendredi un hommage national à son ancien président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. IBK a dirigé le pays de 2013 à 2020. Le compte-rendu de cette cérémonie d'hommage avec nos confrères de France 24. Parviendront-ils à trouver une issue à la crise ukrainienne? Les chefs des diplomaties américaines et russes Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont rencontrés à Genève pour tenter de parler le même langage autour de la crise ukrainienne. Dernière ligne de ce sommaire, une frappe aérienne contre une prison tenue par les rebelles Houthis a fait au moins 70 morts et une centaine de blessés au Yémen. L'attaque est attribuée à la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite. Encore une fois, soyez les bienvenus à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous le disions dans nos titres, le Mali a rendu ce vendredi un hommage national à son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. IBK a dirigé le pays de 2013 à 2020. Le Mali a rendu vendredi un dernier hommage à Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier à l'âge de 76 ans. L'ancien président, chassé du pouvoir le 18 août 2020 par des militaires, a eu droit aux hommages de la nation dans un camp militaire de la capitale malienne. Après avoir quitté le pouvoir, il voyait les tractations qui se faisaient, les situations qui se compliquaient. Ça a dû l'attrister beaucoup. Et il est parti un peu avec ses chagrins dans le cœur, un pays qu'il aimait et qui est en train de s'enfoncer avec les sanctions que venait de prendre contre nous. Il a tout fait pour que les autorités de la transition puissent bénéficier de tous les accompagnements possibles pour le peuple du Mali, pour la poursuite de l'œuvre qu'il a entreprise pour notre pays. Papa, chef, mon président, mon ami, mon gars sûr, je suis parcouru par un sentiment indescriptible car j'imaginais ce jour encore bien loin, malgré nos discussions autour du sujet, innombrables et les séances durant lesquelles je t'enregistrais. Tu m'as inculqué l'amour de ce pays, le Mali, que tu chérissais tant et pour lequel tu étais prêt à tout donner et à tout pardonner. Le gros malinqué que tu étais pouvait avoir un cœur de volcan, mais tu ne gardais jamais rancune et tu ne savais pas haïr. Ibrahim Boubacar Keïta a dirigé le Mali de 2013 à 2020. C'est dans sa résidence de Bamako que l'ancien président reposera désormais pour l'éternité. Le chef de la junte, Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours en l'honneur de l'ancien président à partir de vendredi. Mali toujours, l'on a célébré hier le 61e anniversaire de l'armée en présence des nouvelles autorités du pays, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dans son discours a évoqué la situation sécuritaire du pays. Le président de la transition affirme une nette amélioration du climat sécuritaire dans le pays. Commémoration de la création de l'armée au Mali. Pour ce 61e anniversaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a assisté au défilé des troupes avant de faire un discours. Il a évoqué la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous sentons une nette amélioration dans le cadre de la sécurité et cela est dû aux différentes opérations qui ont été déclenchées tout récemment. Et ces opérations commencent à porter leurs fruits. Donc nous ne pouvons que remercier et féliciter l'engagement des femmes ainsi que de leurs partenaires qui se battent au quotidien avec bravoure et détermination pour apporter la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire malien. Jeudi, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir repris ses vols sur la région du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Ils avaient jusqu'alors été suspendus dans l'attente de pourparlers avec la junte. Et ces différentes opérations ont pour état final recherché le retour de l'État, de créer des conditions d'un environnement sécurisé, apaisé pour l'organisation des élections libres et crédibles, qui est la condition sine qua non d'un retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé.
La CEDEAO a récemment durci ses sanctions envers le Mali, n'acceptant pas la proposition de la junte de rester au pouvoir pendant 5 ans avant d'organiser de nouvelles élections. Au Ghana, un camion bourré d'explosifs industriels explose et fait des victimes dans la localité d'Apiat, à 300 km d'Accra, la capitale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident. Le vice-président ghanéen s'est rendu sur les lieux et a promis l'aide de l'État aux victimes. Au Ghana, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les responsabilités de l'explosion d'un camion bourré d'explosifs industriels qui a fait au moins 13 morts. L'explosion a détruit des dizaines d'habitations et a laissé un énorme cratère au milieu de la route dans le village d'Apiaté, à 300 km à l'ouest d'Accra. Le vice-président ghanéen s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a indiqué que l'État allait pourvoir aux besoins matériels des victimes et prendre en charge les frais médicaux. Selon les premières constatations, le camion qui transportait des explosifs destinés à une mine est entré jeudi après-midi en collision avec une moto et un autre véhicule avant de s'enflammer. Vendredi, plus d'une quarantaine de personnes étaient toujours hospitalisées. L'enquête devra notamment déterminer si les réglementations concernant le transport d'explosifs ont été respectées. Au Libéria, les années de guerre civile qu'a connu le pays ont encore des traces sur la vie économique et sociale des Libériens. C'est l'exemple de l'emblématique hôtel du Corps, autrefois fierté nationale. Cet hôtel n'est plus qu'un simple souvenir aujourd'hui. Visite dans les murs de cet établissement qui a été l'un des premiers hôtels 5 étoiles du continent africain. Le joyau de Monrovia tient désormais à peine debout. L'emblématique hôtel du Corps, qui surplombe la capitale du Libéria, a été l'un des premiers établissements 5 étoiles sur le continent. Le gardien des lieux, Peter Hassack, raconte les années fastes qui ont suivi l'inauguration du palace en 1960 et précédé sa fermeture définitive après 2 guerres civiles qui ont dévasté le pays entre 1989 et 2003. Tout ça est à cause de la guerre. L'hôtel est resté pourtant ouvert pendant la guerre. Il y avait des gens qui habitaient ici comme le président intérimaire. Et juste après la guerre, le gouvernement intérimaire a lui aussi pris possession du bâtiment. Le palace a en effet servi de camp de base aux hommes du chef de guerre libérien Charles Taylor pendant le siège de Monrovia en 2003, avant d'être laissé à l'abandon malgré un projet de rénovation en 2011. Après qu'Helen Johnson ait pris le pouvoir, Kadhafi est venu et a voulu récupérer le bâtiment. Il voulait le louer, alors le gouvernement a dit aux gens qui s'étaient réfugiés ici de quitter le bâtiment. Mais le projet de rénovation est tombé à l'eau avec la chute du dictateur libyen en 2011, laissant l'hôtel du Corps devenir un repère de toxicomanes et de squatteurs. À cause de la guerre, il y a eu pas mal de mouvements de population, explique cet habitant du quartier. Certaines personnes sont venues se réfugier dans l'hôtel et ont fini par le squatter. Et comme le projet de rénovation n'a finalement pas fonctionné, l'hôtel est abandonné, même s'il vient d'être sécurisé. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du luxe d'antan. Quelques inscriptions, un cadre bucolique et une vue imprenable sur l'Atlantique. Pour le reste, en attendant peut-être un jour la renaissance du palace du Corps, les immondices s'entassent chaque jour un peu plus. Ailleurs dans l'actualité, nous sommes en Algérie. La hausse des cas de contamination à la Covid-19 oblige le gouvernement à fermer, et ce pendant 10 jours, les établissements scolaires. Le gouvernement a toutefois précisé que ces mesures sont à titre préventif et ne touchent pas les universités. Notons toutefois que depuis l'enregistrement du premier cas de la Covid-19 dans le pays en février 2020, le pays a recensé près de 6500 morts sur une population totale de plus de 43 millions d'habitants. Que ce soit à l'école primaire, dans les collèges ou les lycées, les élèves algériens devront désormais rester chez eux pendant au moins 10 jours. Le gouvernement a décidé de fermer les établissements scolaires après une hausse des cas de contamination au Covid-19. La situation elle est alarmante vu que les chiffres ils sont en train d'augmenter d'une façon exponentielle. Ça provoque une saturation dans les structures sanitaires, notamment les hôpitaux et les places en réanimation. Dans un communiqué, le gouvernement précise que la fermeture des écoles est une mesure à titre préventif qui ne s'applique pas aux universités. Ce sont les recteurs qui choisiront ou non de les laisser ouvertes.
Les chiffres qui ont été affichés hier par le ministère de la Santé sont élevés, dépassent 1300. Mais en fait, ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de signes importants et donc n'ont pas jugé utile d'aller faire des dosages biologiques. Et d'autres, même s'ils ont des signes, le coût peut-être de la PCR ou du test antigénique les a dissuadés. Dans tous les cas de figure, les chiffres réels sont beaucoup plus importants que ceux donnés officiellement. Depuis l'enregistrement du premier cas de Covid-19 en Algérie en février 2020, le pays a recensé près de 6500 morts sur une population de 43 millions d'habitants. Inondation à Madagascar, de fortes précipitations de pluie créent des dégâts humains et matériels. Dans des familles, 500 personnes ont été obligées de quitter leur habitation. Un élan de solidarité s'organise autour des victimes. Les Malgaches ont toujours les pieds dans l'eau après les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale Antananarivo lundi, tuant au moins 10 personnes, selon le bilan provisoire communiqué par le Bureau national de gestion des risques de catastrophe du pays. 500 personnes ont été obligées de quitter leurs habitations. L'eau est entrée, nous ne savions pas comment l'évacuer de la maison. Alors, nous avons mis les enfants sur le lit superposé. Mon mari et moi avons trié nos affaires pour constater les dégâts. Le courant est coupé dans cette région. Nous devons faire face aux coupures de courant et aux inondations. Nous ne sommes jamais tranquilles quand nous devons aussi aller au travail. Les enfants doivent aller à l'école. Tout le monde est touché. Pas seulement ma maison, mais toutes les maisons du quartier. L'élan de solidarité s'organise alors qu'une vingtaine de districts autour de la capitale, qui compte 1,3 million d'habitants, sont en alerte rouge. Nous avons mis en place les premiers sites pour accueillir les victimes et c'est la municipalité qui sera chargée de les prendre en charge. Il s'agit principalement du 2e arrondissement, du 3e, du 4e et du 6e. Nous appelons tous les sinistrés à quitter leur domicile et à se rendre sur les sites d'hébergement. Le répit n'est pas encore à l'ordre du jour. Les précipitations vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Il y a 2 ans, les fortes précipitations avaient coûté la vie à 32 personnes. En 2018, le cyclone Ava avait tué 51 personnes dans le pays. Hors du continent africain à présent, une frappe aérienne contre une prison tenue par les rebelles Houthis a fait au moins 70 morts et une centaine de blessés au Yémen. L'attaque est attribuée à la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite. La veille, celle-ci avait revendiqué un raid contre la ville portuaire de Hodeïda qui a coûté la vie à 3 enfants. La foule est immense dans les rues de Sanaa. Des centaines de rebelles Houthis qui crient leur colère après le bombardement de la ville de Saada, leur fief, située dans le nord du Yémen. Une prison était visée. Des dizaines de morts sont à déplorer selon le Comité international de la Croix-Rouge. Toujours dans la nuit de jeudi à vendredi, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a frappé la ville portuaire de Hodeïda. Un centre de télécommunications a été détruit, provoquant une panne d'internet dans tout le pays. Des offensives condamnées par l'actuel président du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas acceptable et nous appelons à la retenue de toutes parts. L'escalade du conflit militaire au Yémen est vraiment très inquiétante. Des frappes aériennes qui interviennent quelques jours après une attaque mortelle menée au drone et au missile par les Houthis à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. L'État du Golfe est membre de la coalition saoudienne. Selon l'ONU, le conflit au Yémen, qui dure déjà depuis 7 ans, a fait au moins 377 000 morts. Le pays est plongé dans une catastrophe humanitaire sans fin. Le variant Omicron en pleine expansion en Europe de l'Est, la Russie durement touchée par le virus. Le reportage que vous allez suivre nous conduira successivement en Russie, en Roumanie et en Belgique.
Vendredi, jamais la Russie n'avait connu autant de nouvelles infections depuis le début de la pandémie. Le pays en a enregistré quasiment 50 000. La Russie prend de plein fouet la vague Omicron à son tour. En Roumanie, où les infections atteignent aussi des chiffres vertigineux, les autorités appellent à faire une dose de rappel avant le 1er février pour ceux vaccinés il y a 9 mois. Faute de quoi, il sera impossible de voyager dans l'Union européenne. Mêmes infections records en Pologne. Le Premier ministre va ouvrir des lits de réanimation supplémentaires face à ce qu'il présente comme la 5e vague. La Belgique s'est dotée, elle, hier d'un nouvel outil baptisé Baromètre Corona qui permettra de faire évoluer les mesures anti-Covid pour la culture et les cafés-restaurants en fonction de la pression de la pandémie sur le système hospitalier. Il entrera en vigueur le 28 janvier. Le Premier ministre irlandais a annoncé de son côté que la quasi-totalité des restrictions liées au Covid-19 est levée depuis 6 heures ce matin. Enfin, au Danemark, on observe avec attention une souche cousine d'Omicron appelée BA2 qui s'est installée dans le pays. Jusqu'à présent, pas trop de raisons de s'inquiéter, même si cette souche serait encore plus transmissible. Crise en Ukraine, les Occidentaux réitèrent leur mise en garde contre Moscou pour une éventuelle incursion militaire en Ukraine, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui était à Berlin avec ses homologues européens pour former un front commun solidaire de l'Ukraine face à la menace russe. Les Occidentaux mettent en garde Moscou. Toute incursion en Ukraine aura des conséquences sévères et rapides, a affirmé Joe Biden. Son ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken, était à Berlin ce jeudi avec ses homologues européens pour former un front commun solidaire de l'Ukraine face à la menace russe. Permettre à la Russie de violer ses principes en toute impunité nous ramènerait tous à une époque beaucoup plus dangereuse et instable, lorsque ce continent et cette ville, Berlin, étaient divisés en deux, séparés par des no man's land avec des patrouilles de soldats, et la menace d'une guerre totale planant au-dessus de la tête de chacun. Cela enverrait également un message aux autres dans le monde que ces principes peuvent être violés, et cela aurait des résultats catastrophiques. D'après les services de renseignement américains, environ 100 000 hommes seraient postés aux abords de la frontière ukrainienne, côté russe, comme le montrent ces images satellites de la société américaine Maxar, prises entre décembre et janvier. Comme Washington, Bruxelles fait part de son inquiétude. Nous voulons ce dialogue. Nous voulons que les conflits soient résolus dans les organes qui ont été formés à cet effet. Mais si la situation se détériore, s'il y a de nouvelles attaques contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous répondrons par des sanctions économiques et financières massives. La Russie pointe pour sa part des menaces de l'OTAN. Washington a annoncé mercredi une provision de 200 millions de dollars d'aide à la défense pour l'Ukraine. Les États-Unis ont également approuvé ce jeudi les demandes des pays baltes d'expédier des armes de fabrication américaine à l'Ukraine. Toutes ces menaces de sanctions contre la Russie peuvent contribuer à la déstabilisation de la situation, car elles peuvent semer des espoirs complètement erronés dans les têtes brûlantes de certains représentants de l'Ukraine, des dirigeants ukrainiens, qui, comme on dit, en catimini peuvent décider de déclencher une nouvelle guerre civile dans leur pays. Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov, ce vendredi à Genève, pour tenter de désamorcer une crise qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre froide. Et nous restons toujours avec le dossier ukrainien. Parviendront-ils à trouver une issue à cette crise? Les chefs des diplomaties américaines et russes, Antony Blinken et Sergueï Lavrov, se sont rencontrés à Genève pour tenter de parler le même langage autour de la situation ukrainienne, très sensible ces derniers temps dans les relations entre l'Occident et Moscou, une crise aux portes de l'Europe. Deux camps face à face. Une volonté de discuter, mais à la fin, chacun reste campé sur ses positions.
Dès le début de la rencontre, Sergueï Lavrov prévient. Il n'attend pas de percer lors de cette réunion. Le chef de la diplomatie russe ajoute une autre exigence, celle du retrait des troupes étrangères de l'OTAN, de Roumanie et de Bulgarie. À la fin de la réunion, il impose ces délais. C'était une rencontre intermédiaire. Anthony Blinken m'a exprimé sa satisfaction après cet échange qui va les aider à nous donner la réponse par écrit la semaine prochaine. De son côté, Anthony Blinken maintient ses menaces en cas d'invasion russe de l'Ukraine. Nous, les États-Unis et les alliés européens, sommes tous également engagés sur la voie de la diplomatie et du dialogue pour tenter de résoudre nos différends. Mais nous sommes également engagés, si cela s'avère impossible et que la Russie décide de poursuivre son agression contre l'Ukraine, à une réponse unie, rapide et sévère. Pendant près de 2 heures, la rencontre demeure cordiale dans une situation très tendue. Washington soupçonne Moscou de préparer l'invasion de son voisin. Après avoir déployé ses troupes à la frontière est de l'Ukraine, la Russie annonce des grandes manœuvres tous azimuts. Plus de 140 navires de guerre et 10 000 militaires dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée. De son côté, l'Ukraine attend beaucoup des Américains et des négociations vendredi à Genève. Ces événements confirment que la sécurité globale en Europe est impossible si la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sont pas restaurées. Des propos entendus par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les 2 leaders qui se sont parlé au téléphone jeudi soir ont prévenu la Russie. Elle devra s'attendre à des coups considérables et graves en cas d'agression militaire de l'Ukraine. Les autorités iraniennes disent ne pas vouloir se doter d'une arme nucléaire. Les propos sont du président iranien Ibrahim Raïssi. Lors d'une visite officielle en Russie, il souhaite parvenir à un accord seulement si les droits de l'Iran sont respectés, précise-t-il, avant de signifier que l'armement nucléaire n'est pas une priorité pour son pays. Pas d'armes nucléaires envisagées pour l'Iran. C'est ce que le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré lors d'une visite officielle en Russie. Il souhaite parvenir à un accord seulement si les droits de l'Iran sont respectés. L'accord de Vienne de 2015 visait à freiner le programme nucléaire iranien en échange d'un assouplissement des sanctions économiques, mais Téhéran avait rompu ses engagements à la suite du rétablissement des sanctions américaines. Nous ne cherchons pas à détenir d'armes nucléaires. De telles armes n'ont pas leur place dans notre stratégie défensive. Repris fin novembre à Vienne, les pourparlers entre l'Iran et la communauté internationale, dont la Russie, visent à faire revenir les États-Unis dans le pacte. Donald Trump, alors président, avait retiré le pays de l'accord en 2018. Aujourd'hui, Washington s'efforce de le relancer et met en garde contre un échec si les négociations n'aboutissent pas rapidement. Nous pouvons mener à bien ces pourparlers et répondre aux préoccupations de toutes les parties. Mais le temps presse. Si un accord n'est pas conclu dans les semaines à venir, les avancées nucléaires en cours de l'Iran, qui ont repris après notre retrait, nous empêcheront d'aboutir à un pacte. Ces déclarations surviennent alors que l'Iran semble se tourner vers la Russie. Les 2 pays ainsi que la Chine sont sur le point de commencer un exercice naval conjoint dans l'océan Indien, visant à renforcer la sécurité commune, selon un responsable de la marine iranienne. Les négociations interviennent aussi en pleine tension entre la Russie et les pays occidentaux à propos de l'Ukraine. En Italie, une organisation œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des migrantes, 8 au total. Elles ont été admises dans un centre de formation pour apprendre la couture, une activité selon les formateurs qui devrait leur donner une indépendance financière et éviter d'être vulnérables. Les images. De la couture pour renouer avec l'espoir d'une vie meilleure. À Caserta, près de Naples, cet atelier emploie 8 femmes migrantes aux origines et aux parcours différents. Un travail qui leur offre l'opportunité de s'intégrer dans la société, d'être libres et indépendantes, et ainsi d'échapper à la traite d'êtres humains en plein essor sur les routes migratoires en Europe. Baptisée New Hope, cette coopérative a été lancée il y a près de 20 ans, rappelle sa présidente. En 2004, après une commande de 1000 sacs effectuée par l'administration régionale, nous avons eu la force et le courage d'investir les bénéfices afin de donner à ces femmes la possibilité de continuer à rêver à travers cet atelier de couture.
Aujourd'hui, l'atelier ouvre ses portes à toutes celles qui souhaitent prendre leur vie en main, oublier le passé pour se projeter vers l'avenir. C'est le credo de ces femmes qui, à travers leur travail, espèrent aussi transmettre un message. Ici, chaque produit que nous confectionnons parle de quelque chose, envoie un message, souligne cet employé. Il y a de l'espoir, il y a de l'expérience. Nous essayons d'expliquer beaucoup de choses aux gens. De l'obscurité du passé aux couleurs d'une nouvelle vie. Pour ces femmes, cette fabrique n'est pas seulement un moyen d'être indépendante financièrement, elle leur offre aussi la possibilité de se libérer de l'oppression. Nous voulons être un exemple, dit la présidente de la coopérative. Les femmes sont assez fortes pour poursuivre leurs rêves, pour être les protagonistes de leur propre vie, de leur vie familiale, non seulement en tant que mère et épouse, mais aussi en tant que femmes indépendantes avec leur propre travail. Chaque produit de cette boutique raconte l'histoire d'une femme qui croit en la possibilité de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit migrante ou italienne. J'ai choisi de démissionner d'une agence de marketing pour venir travailler dans cette coopérative. J'ai fait ce choix avec mon cœur. C'est agréable de voir les sourires revenir sur les visages de ces femmes lorsqu'elles peuvent reprendre leur vie en main grâce à leur travail. Derrière chaque femme et derrière chaque produit, il y a une histoire et un nouvel espoir. C'est la philosophie de la coopérative New Hope. Et nous parlons à présent religion dans votre journal. Au Libéria, un mouvement de foule fait des morts pendant une croisade de prière à Monrovia, la capitale. Le président George Weah s'est rendu sur les lieux pour apporter sa compassion aux familles des victimes. Au lendemain du drame, les proches des victimes font l'attente devant la morgue pour récupérer les corps. 29 personnes au total ont perdu la vie dans ce drame. Ils sont des dizaines à attendre depuis des heures devant la morgue de cet hôpital de Monrovia au Libéria. La veille, un mouvement de foule dans une église de Monrovia a fait au moins 29 morts et ces familles des victimes, qui sont encore sous le choc de cette tragédie, attendent de récupérer les corps de leurs proches. Ma femme était à cet événement religieux. Ce matin, je n'ai pas pu voir son corps. Je n'ai pas pu voir son corps à l'hôpital. Si l'attente est aussi longue, c'est aussi parce que certaines personnes n'ont pas encore pu identifier les corps de leurs proches. Je veux savoir quelle est la prochaine chose à faire. Est-ce que nous allons récupérer le corps maintenant? Parce qu'honnêtement, la morgue n'est pas bonne, donc ils doivent nous permettre de prendre le corps de notre parent. 11 enfants et une femme enceinte font partie des victimes. Le mouvement de panique a été créé par des bandits qui dépouillaient les fidèles à leur sortie de ce rassemblement chrétien. C'est ici que prend fin ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et Dieu vous bénisse.